Veuillez enregistrer. Oui, monsieur Wilson. Mon Dieu, c'est un peu intense de traverser tout ce monde. Mesdames et messieurs du jury, quelle est la valeur d'une vie humaine? Pour des parents en deuil qui ont perdu un enfant de 14 ans à cause d'actes de violence insensés, une vie humaine n'a pas de prix. Mais le 28 mai 2023, Chai Chao, l'accusé dans cette affaire, a estimé que la vie de Cyrus Carmack Belton valait moins que 4 bouteilles d'eau. Je dis cela parce qu'en mai 2023, Chai Chao, l'accusé dans cette affaire, était le propriétaire d'une supérette et d'une station-service à l'angle de Park Lane et Springtree, ici à Columbia. Sa femme travaillait ce soir-là. Elle était copropriétaire et leur fils adulte travaillait également là-bas ce soir-là. Il était aux alentours de 20 heures. À ce moment, Cyrus Carmack Belton, âgé de 14 ans, est entré dans le magasin. Et il portait un sweat à capuche rouge avec une petite poche devant. Il avait un sac à dos noir. Nous savons que c'est vrai parce que l'accusé dans cette affaire, Chai Chao, avait un système de caméras sophistiqué qui capturait presque toutes les interactions à l'intérieur du magasin et sous plusieurs angles. Il avait aussi des caméras dehors, sur et près du magasin, permettant de voir ce qui se passait au début de Spring Street, là où sa propriété finissait. Cyrus est donc entré dans ce magasin, portant un sweat rouge à capuche, une poche devant et un sac à dos noir. Et il entre, et il est immédiatement prié par la copropriétaire Alice Shaw d'enlever son sac à dos. C'est la politique du magasin. Cyrus obéit, il fait exactement ce qu'on lui demande. Il pose ce sac à dos sur le réfrigérateur et commence à se promener et à parcourir le magasin. Il va d'une allée à l'autre, il regarde, il observe autour de lui, il regarde les bonbons, il regarde les bouteilles d'eau, il regarde d'autres choses dans le magasin. Et Alice est juste derrière lui, observant tout ce qu'il fait. Quand il se dirige vers le devant du magasin, elle l'observe. Quand il se dirige vers le côté du magasin, elle l'observe. Elle s'appuie contre les poteaux et observe tout ce qu'il fait pendant qu'il traverse ce magasin. Leur fils adulte, Andy, travaille au comptoir et il observe aussi. Quand d'autres clients entrent pour acheter, il s'occupe d'eux tout en surveillant toujours Cyrus qui parcourt le magasin. Cyrus se dirige finalement vers le coin du fond à droite du magasin. Nous le savons grâce au système de caméras sophistiqué installé par M. Childs. Il se dirige vers le fond. Il ouvre la glacière, la cale contre son épaule droite, puis son épaule gauche, et sort 4 bouteilles d'eau. 1, 2, 3 et 4. Et après une seconde, il s'arrête et remet méthodiquement les 4 bouteilles d'eau dans la glacière. 1, 2, 3 et 4. Il referme la glacière et commence à retourner vers l'avant du magasin. Et c'est à ce moment-là que la confrontation verbale commence. Et je dis confrontation parce que Cyrus n'a rien dit. La copropriétaire du magasin, Alice Chao, lui a demandé s'il avait besoin d'aide et l'a finalement accusé d'avoir volé de l'eau, lui a dit de vider ses poches. Le fils adulte, Andy, qui regardait, a dit la même chose. « Tu en as pris encore, rends-nous l'eau. » Cyrus a dit « Je n'ai rien pris, je n'ai rien pris du tout. Je n'ai rien pris. » Et ils ont continué à l'attaquer verbalement, l'accusant d'avoir volé de l'eau. Fait intéressant si vous regardez ce système de caméra complexe. Cyrus dit la vérité. Il n'a rien pris dans ce magasin ce jour-là. Alors qu'il essayait de sortir du magasin, ils ont continué à le harceler verbalement au point qu'il a pris son sac à dos et est sorti calmement du magasin. Encore une fois, nous savons que c'est vrai grâce à ce système de caméras sophistiqué que Chai Chao a installé. Et alors qu'il se dirige vers cette porte, la copropriétaire, Alice Zhao, dit quelque chose en cantonais qui fait que son fils contourne le comptoir en courant vers Cyrus. Et ensuite, Chai Chao, l'accusé dans cette affaire, sort d'un bureau dans l'épicerie, armé d'un pistolet Glock de calibre 45 et suit Cyrus hors du magasin.
Cyrus sort du magasin, tourne à droite, lentement, et les entend crier, courir après lui, se retourne pour voir, et encore une fois, le système de caméra montre ces choses-là. Et il se met à courir. Cyrus essaie de traverser le parking en courant jusqu'à ce qu'il perde ses baskets Air Force. Il perd une chaussure Nike en courant, ne se retourne même pas pour la ramasser. Parce qu'il y a un homme adulte qui court derrière toi avec un pistolet Glock calibre 45 et qui t'accuse à tort de vol. Alors il court, il fait tomber 2 téléphones portables de sa poche. Nous le savons, car des témoins, que vous entendrez sûrement, diront avoir dû freiner brusquement pour éviter de les percuter alors qu'ils traversaient en courant. Nous savons que c'est vrai grâce à ce système de caméra sophistiqué qu'il a installé. Il fait tomber 2 portables, le sien et celui de sa mère. Il ne se retourne pas pour ramasser un de ses téléphones portables. Il continue de courir, tombe, se relève en courant, retombe encore, se blesse au tibia, laisse tomber le sac à dos, continue de courir. Au total, Chai Chao et son fils ont poursuivi Cyrus Carmack Belton sur plus de 130 yards en dehors de leur propriété jusqu'à une route publique à Columbia, en Caroline du Sud. Et finalement, après que Cyrus soit tombé plusieurs fois, Chai Chao a tiré le coup fatal qui a mis fin à sa vie. Les amis, 130 yards, c'est un terrain de football américain. Non. En fait, c'est d'un poteau de but à l'autre sur un terrain de football américain, plus 10 yards. Mesdames et messieurs du jury, je suis Byron Gibson, le procureur du 5e circuit judiciaire. Et moi, avec Dale Scott, Stephanie Taylor et Weston Leifer, nous représentons l'État de Caroline du Sud. Donc, pendant les prochaines minutes, je vais vous donner un aperçu de ce que cette affaire implique, de notre position dans cette affaire et de ce que nous pensons pouvoir prouver, ainsi que vous donner une idée de ce à quoi vous attendre de la Cour et comment cette procédure va se dérouler pendant les prochains jours. Maintenant, je vous ai mentionné il y a un instant que lorsque Cyrus est entré dans ce magasin, il portait un sweat à capuche rouge avec une poche à l'avant, ainsi qu'un sac à dos noir. À l'insu de la famille Chao, de Chai Chao, d'Alice Chao ou d'Andy Chao, il avait un pistolet dans la poche avant de se sweat à capuche. À l'insu de tous. Il ne savait pas. Nous savons que c'est vrai parce que cette vidéo confirmera toutes ces choses. Qu'elle confirmera qu'il a fait le tour du magasin et qu'il a eu une conversation avec eux. À aucun moment il ne les a menacés. À aucun moment il ne les a insultés alors qu'il était faussement accusé. Il ne leur a pas craché dessus. Il ne l'a jamais attaqué. Il a calmement traversé le magasin et a calmement nié avoir volé quoi que ce soit dans ce magasin, ce qui, encore une fois, était vrai. La vérité dans cette affaire, c'est que Cyrus a fait ce qu'on attendrait d'un adulte dans cette situation. Il est parti. Il a essayé de prendre ses distances à chaque fois qu'il était confronté. Mais pour une raison quelconque, Chai Chao ne voulait pas le croire. Il ne pouvait pas le croire pour une raison quelconque, même si les preuves montreront qu'il n'a rien pris dans ce magasin. Les preuves le montreront. Après qu'ils l'ont poursuivi hors du magasin, faisant tomber des téléphones et l'ont dépouillé sur Springtree Road, après qu'il a trébuché sur un trottoir, est tombé et a laissé tomber son sac à dos. Ce pistolet a probablement chuté de cette poche. Et quelques instants après que ce pistolet soit tombé de cette poche, cet homme a tiré sur Cyrus Carmack Belton, dans le dos avec un calibre 45 pistolet. Nous pensons que les preuves montreront que peu après, les secours et d'autres personnes sont arrivés sur les lieux. Chaiki Chucky Richel a essayé de dire « Et je défendais mon fils ». Mais ce qui est intéressant dans ce processus, c'est que vous aurez l'occasion, à la fin de cette affaire, après avoir entendu tous les témoignages de ce témoin ici présent, d'évaluer ce que vous avez appris et entendu. Vous aurez la possibilité d'évaluer cela. Et je vous demanderai, alors que vous commencez à vous poser ces questions qui vous trottent dans la tête, dans quel monde pouvez-vous le faire?
Accuser à tort un adolescent de 14 ans de vol, poursuivre un adolescent de 14 ans sur plus de 130 yards le long d'une route alors que vous êtes armé d'un pistolet, tirer sur cette personne dans le dos, puis prétendre que vous défendez votre fils. Mesdames et messieurs, c'est pour cet acte insensé, pour cet acte ridicule, pour cet acte odieux que Chai Chaike, Rick Chao, l'accusé dans cette affaire, a été inculpé et mis en examen pour le crime de meurtre. Et c'est pour ce crime que nous, l'accusation, Dale Scott, Stephanie, Taylor et Weston Lafer, demanderons que vous rendiez un verdict de culpabilité au moment opportun. Maintenant, en tant que procureur, nous avons ce qu'on appelle la charge de la preuve. Et cela signifie que nous devons prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que Chai Chao a assassiné Cyrus Carmack Belton. Maintenant, le doute raisonnable en Caroline du Sud, nos tribunaux l'ont défini de plusieurs façons et je vais vous les expliquer. Le doute raisonnable est le degré de doute qui ferait hésiter une personne raisonnable à agir. Le degré de doute qui ferait hésiter une personne raisonnable à agir. Il existe une définition alternative qui dit que si vous êtes fermement convaincu de la culpabilité d'un accusé, alors à ce moment-là, il est coupable du crime. Mais c'est à vous, en tant que juré, d'en décider. Comme mentionné plus tôt, le juge Taylor est le juge du droit. Vous devez accepter la loi telle qu'il vous la présente. Il vous expliquera plus tard la définition du doute raisonnable ainsi que toutes les autres normes juridiques et tout autre aspect du droit que vous devrez connaître. Il vous expliquera cela à la fin, au moment opportun. Mais ce qui est intéressant dans ce processus, comme il l'a dit, c'est que le juge Taylor est le juge du droit. Vous êtes les juges des faits. Et c'est à vous de décider en fonction de ce que vous entendez de ce témoin ici et des preuves que vous observez. À vous de déterminer ce qui s'est vraiment passé dans cette affaire. Alors vous vous demandez probablement, d'accord, mais comment suis-je censé faire quelque chose comme ça? Comment puis-je juger des gens sans, vous savez, être témoin moi-même? Je vous suggère que, tout comme vous jugez ma crédibilité et ma fiabilité en ce moment, c'est une compétence que vous avez développée au fil de toutes ces années où vous avez vécu sur cette terre. Je vous suggère que même après avoir garé vos voitures ce matin, vous avez gardé votre bon sens. C'est ce que vous utilisez pour évaluer la crédibilité et la fiabilité. Et c'est ce que vous ferez avec chacun des témoins qui viendra ici. Vous jugerez vous-même s'ils avaient un motif pour parler ainsi et s'ils ont vraiment pu observer ce qu'ils prétendent. Ils ont peut-être une raison de modifier leur version des faits ou d'essayer de raconter une histoire d'une manière qui va les aider. Vous aurez l'occasion de vous faire une opinion au moment approprié. Et nous vous demanderons de le faire. Il y a quelques instants, chacun d'entre vous a prêté serment de juger les faits de cette affaire de manière juste et sincère. Et ce que cela signifie essentiellement, c'est que vous devez juger les faits de cette affaire. Pas des choses que vous avez pu entendre ailleurs, pas des idées préconçues, pas des opinions personnelles, mais uniquement à partir des preuves que vous entendrez dans cette salle du jury cette semaine, dans cette affaire, c'est ce que vous devez faire. Mesdames et messieurs, je vous demande de résister à la tentation de transformer ce procès en un commentaire sur la jeunesse et les armes à feu. Parce que ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit d'un adulte qui a faussement accusé un garçon de 14 ans de vol, l'a poursuivi dans la rue armé d'un pistolet, lui a tiré dans le dos, puis a prétendu qu'il défendait son fils. C'est de cela qu'il s'agit dans cette affaire. Et au final, ce sont ces décisions que vous devrez prendre à la fin de ce procès. Maintenant, je m'attends à ce que vous entendiez plusieurs types de témoins différents cette semaine. Certains seront ce que nous appelons des témoins ordinaires, simplement des personnes qui se trouvaient par hasard à circuler sur Spring Street Road ce jour-là. Des gens qui ont vu ce qui s'est passé, des gens qui ont vu Charles poursuivre Cyrus de l'autre côté de la rue, puis lui tirer dessus et le tuer. Nous nous attendons à ce qu'ils aient des points de vue différents, qu'ils voient les choses de différentes manières, mais vous aurez l'occasion de les écouter et d'évaluer ce qu'ils ont vu. Vous entendrez les forces de l'ordre, les premiers intervenants et des personnes qui ont vu ce qui s'est passé et qui ont parlé à des témoins sur place, dans la rue, juste après les faits. Des images de caméras piétons, c'est-à-dire les caméras qu'ils portent lorsqu'ils parlent. Vous verrez certaines de ces choses. Tenez compte de ces informations. Vous aurez également l'occasion d'entendre quelques experts. Et le juge vous expliquera ce que sont les experts, ce qu'est un témoignage d'expert et comment vous devez évaluer un témoignage d'expert.
Encore une fois, retenez la loi telle qu'il vous l'expose. Et prenez la loi des experts et déterminez s'ils ont la capacité de témoigner sur les choses qu'ils disent connaître, comment ils ont obtenu ces informations et si ces informations ont été payées. Posez-vous ces questions au moment approprié. Maintenant, mesdames et messieurs, vous allez entendre parler de 3 types de preuves. Donc, je vais conclure là-dessus. Je ne veux pas que vous en ayez déjà marre de moi si tôt dans la semaine. Il y aura 3 types de preuves dont vous allez entendre parler. La première, ce sont les preuves directes. La deuxième, les preuves circonstancielles. La troisième, ce sont les stipulations. La preuve directe est une preuve que vous pouvez voir, que vous pouvez toucher, que vous pouvez ressentir et parfois même sentir. La preuve circonstancielle permet de déduire un fait à partir d'une série d'indices. D'accord? Une preuve que vous déduisez d'une série de faits. Par exemple, nous sommes assis ici en Caroline du Sud. Il va probablement faire 27 ou 32 degrés avec 100% d'humidité. Si vous sortez ici à l'heure du déjeuner et que vous voyez de la neige dehors, il fait 12 degrés Fahrenheit dehors. Vous voyez des glaçons suspendus aux différents poteaux et tout ce genre de choses. Vous voyez un chasse-neige passer par ici. Vous voyez des traces de manchot ou peut-être qu'un ours polaire est passé par là. Vous êtes dans cette pièce sans fenêtre toute la journée. Mais vous pouvez en déduire que c'est de la neige parce que vous voyez tous les signes qu'il a neigé. C'est une preuve circonstancielle. Elle vaut autant qu'une preuve directe si vous, membre du jury, estimez que c'est bien ce qui s'est passé. Preuve directe, preuve circonstancielle, puis nous aborderons les stipulations. Les stipulations sont des accords entre nous pour l'État et l'équipe de la défense. Il y a des stipulations. Cela signifie que nous avons un accord sur l'existence d'un fait particulier. Et si nous avons cet accord et que nous informons le juge de son existence, alors le juge aura l'occasion de vous expliquer que ce n'est pas un fait sur lequel vous devez débattre ou même discuter, parce que nous sommes d'accord sur le fait que c'est la vérité. Donc, preuve directe, circonstancielle et stipulation, ce sont les 3 types de preuves dont nous allons parler. Et au moment approprié, vous aurez l'occasion de examiner les faits de l'affaire. Et avec les preuves, vous les comparerez aux éléments présentés et vous rendrez un verdict qui reflète la vérité dans cette affaire. Maintenant, ma dernière demande pour vous est la suivante. Il y a un philosophe du XIe siècle nommé Omar Khayyam. Et une chose qu'il a écrite à l'époque était « Le doigt qui écrit avance, et une fois qu'il a écrit, il continue sa route ». Ni toute votre piété ni votre esprit ne pourront le ramener pour effacer ne serait-ce qu'une demi-ligne, ni toutes vos larmes n'effaceront un seul mot de ce qui a été écrit. Je sais que vous me regardez un peu comme si vous vous demandiez pourquoi ce type cite-t-il un texte philosophique du XIe siècle. Je vous dirai qu'à la fin de cette affaire, je vous expliquerai pourquoi quelque chose écrit au XIe ou XIIe siècle résonne encore autant aujourd'hui. Dans cette salle d'audience en 2026 à propos d'une affaire où cet homme a assassiné un adolescent de 14 ans en 2023. Mesdames et messieurs, souvenez-vous de ce que nous avons dit. Et posez-vous une dernière question. Quelle est la valeur d'une vie humaine? Merci. Oui, monsieur Soirée.